Alors que ma sœur tenait les clés de sa toute nouvelle BMW, j'étais assise à l'intérieur de la maison, une estimation d'hôpital pliée sur les genoux. Elle rayonnait, riait aux éclats, lançait ses cheveux en arrière comme si elle tournait une pub pour une concession de luxe. Papa avait sorti son téléphone et filmait toute la scène. Maman avait même attaché un gros ruban rouge sur le capot, comme si c'était le matin de Noël. Ce n'était pas Noël. C'était juste un samedi. J'étais assise à la table de la cuisine, celle où on faisait nos devoirs, où on mangeait des spaghettis dans des assiettes en carton, où on se disputait à propos du thermostat. Mais cet après-midi-là, le seul bruit dans la maison, c'était le ronronnement du réfrigérateur et la joie étouffée venue de l'extérieur. Je ne disais rien. Je baissais juste les yeux vers cette feuille de papier. À ma charge, 7 340 $. J'étais allée à l'hôpital Pain Général 3 jours plus tôt, après que la clinique près de mon travail m'a dit que je devais faire des examens plus poussés. Il m'avait fait des scanners, des prises de sang. Le médecin était doux mais sérieux. Lorraine, ça ne va pas disparaître tout seul. Si ça s'aggrave, ça pourrait affecter plus que ton estomac. J'avais hoché la tête, pris l'imprimé et je suis partie. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, tenant mon manteau fermé d'une main et l'estimation de l'autre. Je n'en avais encore parlé à personne. Pas vraiment. Même pas à maman. Pas tant que je n'étais pas sûre. Ce samedi-là devait être le jour où j'allais aborder le sujet autour d'un café, peut-être après avoir fait la vaisselle. Juste trouver le bon moment. Mais ils étaient là dehors, souriants, posant, appelant Sienna notre star. « Tu l'as mérité » s'exclama maman. « Tu le mérites vraiment. » Et moi, j'étais assise derrière la fenêtre, une main serrant un diagnostic et l'autre traçant les éclats du bois sur le bord de la table. Le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas jalouse. Pas de la voiture. Pas d'elle. Je me sentais oubliée. Comme si quelqu'un avait fermé une porte sans que je sache que j'étais restée derrière. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était... La vérité, c'est que la douleur n'a pas commencé d'un coup. Elle est arrivée doucement. Au début, c'était juste une gêne dans le bas du ventre, quelque chose que j'ai mis sur le compte du stress, ou peut-être du café à jeûne. Tu vois ce que je veux dire. On pense que ce n'est rien. Je vais marcher un peu, ça passera. Mais ensuite, ça a commencé à me réveiller la nuit, au début sourd, puis aigu. Comme quelque chose qui se tord à l'intérieur de moi sans jamais relâcher. Je n'avais toujours rien dit. Pas encore. Je travaillais 4 jours par semaine aux Lanternes Café et Librairie, en centre-ville. Surtout à réapprovisionner, faire des shifts de barista, un peu de caisse. Aucun avantage, aucun plan de santé. Juste de quoi payer ma moitié du loyer du sous-sol et acheter le strict minimum de courses. J'ai essayé le thé au gingembre, les bouillottes, les médicaments en vente libre. J'ai même demandé à Cheryl, une des serveuses plus âgées, si elle connaissait des remèdes maison. Elle m'a donné une bouteille d'huile de clous de girofle et a dit: « Frotte ça sur ton ventre et prie. » Mais rien ne marchait. Rien ne durait. J'ai continué quand même. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est celle qui ne cause pas de problème en grandissant. J'étais la discrète. Laide. La paire de mains en plus. J'ai gardé Sienna pendant la moitié de son enfance pendant que maman faisait le service du soir et que papa gérait son entreprise de jardinage. Sienna a toujours été la petite fille modèle, toujours des A, des concours d'orthographe, des récitals de flûte, des colonies de vacances. C'était moi derrière la caméra pendant que maman criait. « Souris plus fort, ma chérie. » Et elle le faisait. Toujours. Je ne lui en ai jamais voulu. Pas vraiment. C'est juste que, avec le temps, c'est devenu évident que certaines personnes brillent naturellement dans une famille. Et que d'autres gardent simplement la lumière allumée en arrière-plan. Alors, quand je n'ai plus pu ignorer la douleur, je suis allée à la clinique à 2 pâtés de maison de la librairie. Ils ont fait quelques tests rapides et m'ont dit que je devais consulter quelqu'un à l'hôpital Pain Général. J'ai attendu 1 semaine de plus rien que pour prendre rendez-vous. Mon corps savait déjà que quelque chose n'allait pas, mais mon portefeuille n'était pas prêt à l'accepter. C'est lors de ce rendez-vous que le médecin m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: « Vous allez peut-être avoir besoin d'une opération. L'endométriose pourrait être avancée. Si on ne traite pas ça rapidement, cela pourrait affecter votre fertilité et plus encore. » Il m'a tendu une grosse enveloppe contenant mes analyses de sang, le résumé des examens et le devis. « C'est gérable », a-t-il ajouté, tentant d'alléger le poids de ses paroles, mais ne laissez pas traîner. J'ai hoché la tête. J'ai dit merci. Je suis rentrée lentement à pied.
C'était 3 jours avant que la BMW arrive dans notre allée. Je n'arrêtais pas de penser. Si seulement je leur avais dit plus tôt. Si j'avais parlé le jour où j'ai reçu les résultats. Peut-être que ça aurait changé la tournure de ce samedi-là. Mais au fond, j'ai attendu après le dîner. Pas un dîner spécial, juste des restes de ziti au four et une salade en sachet de marque distributeur. Le genre de repas où personne ne parle vraiment, on mâche juste, avec la télé qui murmure en fond sonore. Je les ai laissés finir. J'ai lavé quelques assiettes. Je me suis essuyé les mains sur le coin d'un torchon que j'avais vu dans notre cuisine depuis le lycée. Puis je l'ai dit. Je peux vous parler tous les 2 une minute? Je me souviens à quel point maman a tourné la tête lentement, comme si je lui avais demandé de mettre en pause une réunion importante alors que ce n'était qu'un rediffusion de NCIS. Papa a mis la télé en sourdine mais ne m'a pas regardé. Il est resté fixé sur l'écran, comme si ce que j'allais dire allait être compliqué. J'avais déjà les pommes moites. C'est à propos d'un truc médical, j'ai commencé. J'ai vu un médecin à Pain Général. Il pense que c'est de l'endométriose. Peut-être à un stade avancé. Silence. J'ai avalé ma salive et j'ai continué. Il a dit que la chirurgie serait la meilleure option. Le devis est là, ai-je ajouté en faisant glisser la feuille pliée sur la table. J'ai très mal. Maman a jeté un œil au papier, sans le toucher. T'as toujours eu des problèmes de ventre, non? Elle a demandé, comme si je parlais d'une vieille entorse datant du CM2. Ce n'est pas pareil, ai-je répondu doucement. C'est pire. Papa a poussé un long soupir fatigué, le genre que j'avais entendu des centaines de fois en grandissant, juste avant une leçon de morale. Lorraine, on ne dit pas qu'on s'en fiche, il a commencé, en se frottant les tempes. Mais c'est difficile en ce moment, les taux d'intérêt, l'inflation, tout. Tu sais comment c'est. Je ne demande pas la totalité, ai-je dit rapidement. Je peux couvrir une partie. C'est juste que, je ne peux pas tout faire toute seule. Maman s'est penchée alors, les coudes sur la table. Tu as envisagé un prêt médical? Ou un GoFundMe? Les jeunes de ton âge font ça tout le temps maintenant. Tu n'es plus une enfant, Lorraine. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'il n'y avait même pas une once d'inquiétude dans sa voix. Juste de l'agacement. Juste un problème à externaliser. J'ai hoché la tête. J'ai dit, d'accord. J'ai repris la feuille et je suis retournée dans ma chambre en silence. Derrière moi, j'ai entendu le clic de la télécommande quand papa a remis le son. C'était tout. Pas de porte qui claque. Pas de grosse dispute. Juste, rien. Et assise sur le bord de mon lit ce soir-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Depuis quand demander de l'aide est devenu quelque chose pour lequel je dois m'excuser? La voiture est arrivée le week-end suivant. J'ai entendu le bip du camion dehors juste après 11 heures, une dépanneuse du concessionnaire local qui se garait dans l'allée comme si elle y avait toujours appartenu. J'étais encore dans la cuisine, en train de rincer ma tasse de café. Lorraine, a crié maman depuis le porche. Viens voir ce que ta sœur a reçu. Elle l'a dit comme si c'était une surprise, mais tout semblait planifié. Le ruban. Le timing. Le téléphone déjà dans la main de papa, prêt à filmer. Je suis sortie, mais je ne suis pas allée loin. Je suis juste restée derrière la porte moustiquaire. Sienna se tenait à côté de la BMW blanche, les yeux écarquillés, les mains sur le visage comme si elle n'y croyait pas. C'est vrai, elle riait. C'est vraiment à moi? Tu l'as mérité, ma chérie, a dit papa, zoomant avec son téléphone. Diplômée avec mention, ce stage incroyable, ce n'est que le début. Maman posait déjà avec elle, inclinant son corps pour avoir le meilleur angle. Souris avec les clés, a-t-elle gazouillé. On en fait une pour Facebook. Oh, et un boomerang. Sienna fit virevolter ses cheveux et fit tourner la clé dans ses doigts comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Je restais là, dans l'ombre de l'encadrement de la porte, une main encore humide de l'évier. Personne ne tourna la tête vers moi. Pas une seule fois. Je ne voulais pas la voiture. Je ne voulais même pas l'attention. Je voulais juste être vue, avoir un moment, un seul, où quelqu'un se tournerait vers moi et dirait « Lé, comment tu vas ?» Mais il riait maintenant, plaisantait à propos de voyage en voiture, d'assurance, et « Tu ne vas pas faire de vitesse, hein ?» Et j'ai compris que j'aurais pu disparaître à cet instant-là, descendre le trottoir et continuer ma route, et personne ne l'aurait remarqué avant qu'il ne soit temps de prendre la photo de groupe. C'est là que je suis rentrée dans la maison, j'ai refermé doucement la porte derrière moi, et j'ai regardé un coin du réfrigérateur. Il y avait un aimant avec une vieille photo toujours accrochée là.
Des vacances d'il y a des années, Sienna au centre, les bras de papa autour d'elle, maman tenant l'appareil. Moi, j'étais coupée sur le côté. Un demi-sourire. Une moitié d'épaule. Et d'une certaine façon, même à l'époque, il savait déjà comment cadrer un souvenir sans moi. Après ce samedi, j'ai arrêté d'essayer de faire partie du bruit. J'ai ajusté mes horaires de travail, pris plus de services tôt, fermé certains soirs, dit oui quand le manager demandait qui pouvait bosser le dimanche. Personne à la maison n'a remarqué. Parfois je rentrais après 21h, les chaussures trempées par la pluie, le tablier plié dans mon sac à dos. La maison était plongée dans le noir, sauf pour la lumière bleutée de la télé derrière le rideau du salon. D'autres fois, j'étais déjà partie avant que quiconque se réveille. J'ai commencé à manger au travail des sachets de flocons d'avoine entre le rush du petit déjeuner et les habitués du club de lecture. Tout ce qui restait dans la vitrine à pâtisserie à 15h, je l'enveloppais dans des serviettes en papier et je le mangeais debout dans le couloir à l'arrière. Ma chambre est devenue un entrepôt, plus qu'un lieu de repos. J'ai arrêté de mettre mon linge dans le panier commun. Je faisais ma lessive tard le soir dans l'évier du garage. Je ne voulais pas de questions. Je ne voulais pas de pitié. La douleur ne s'était pas envolée. Si quelque chose avait changé, c'était sa forme devenue plus discrète, mais plus aiguisée, comme si mon corps avait appris à souffrir avec politesse. Un matin, en nettoyant les tables près de la vitrine, une cliente que je connaissais à peine m'a regardée et a dit « Ma chérie, ça va ?» J'ai cligné des yeux pas à cause de ces mots, mais parce qu'elle m'avait dit quelque chose. « Je vais bien », ai-je murmuré. Mais elle ne m'a pas cru. Elle m'a juste lancé ce regard. Un que je n'avais pas vu depuis des semaines, de la compassion. Ce soir-là, je suis rentrée et j'ai ouvert l'application du calendrier familial qu'on utilisait depuis des années, vacances, rendez-vous, anniversaire. Je m'y suis effacée. Ligne par ligne. Puis je suis allée au mur des photos du salon. Je n'y apparaissais pas beaucoup de toute façon, mais il y en avait une de notre fête de fin d'études dans le jardin, 3 ans plus tôt, Sienna, la casquette penchée, maman tenant des fleurs, papa avec des pinces à barbecue, moi derrière avec la liste des invités. Je ne l'ai pas retirée. Je l'ai juste tournée légèrement sur son clou, pour qu'elle reflète moins la lumière. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai pas dit au revoir. Mais le lendemain, quand Sienna est rentrée avec des plats à emporter et a demandé « Elle est où, Lorraine ?» Maman n'a même pas pris la peine de regarder autour d'elle. Elle a juste dit « Probablement au travail. » Et c'était suffisant, pour tout le monde. Mais que se passe-t-il quand personne ne remarque que tu as arrêté de revenir ? Ça a commencé par un coup de fil. Pas pour moi. Pour mes parents. De la part de grand-père. Il les appelait rarement, il préférait les textos, ou les mails groupés avec trop de points de suspension et des titres en majuscules. Mais cette fois, c'était différent. J'en ai entendu parler indirectement par tante Marianne, qui travaillait avec lui au conseil de la fondation de logement. Grand-père avait reçu une lettre du service financier de l'université. Apparemment, Sienna avait contracté un prêt au nom de la famille. Co-signé, sans autorisation, pour louer son appartement en centre-ville. Le stage dont elle se vantait ? Non rémunéré. Le petit boulot à côté ? Elle s'était fait virer au bout de 2 semaines. Et la voiture ? Pas payée en totalité. Même pas proche. Le concessionnaire avait envoyé un avis à l'adresse professionnelle de papa, dernier paiement exigé. Grand-père en avait assez vu. Il a appelé, calmement, fermement, et leur a dit de s'asseoir. « Vous savez où est Lorraine ?» a-t-il demandé. Silence de leur part. « Vous savez ce qu'elle traverse ?» Encore du silence. « Parce qu'elle m'a appelé ?» a-t-il menti. Et je sais que cette phrase a brisé quelque chose. Ils ne m'ont pas appelé tout de suite. Mais ils ont arrêté de publier. Les TikTok de Sienna ont disparu. Maman a archivé toutes les photos de remise de diplôme. La photo avec le ruban sur la voiture partie. Je regardais de loin. Silencieuse. Immobile. Comme quelqu'un qui observe des inconnus réaménager une pièce dans laquelle on a autrefois vécu. 2 semaines plus tard, papa a envoyé un message groupé. Si quelqu'un a des nouvelles de Lorraine, demandez-lui de nous appeler. Je n'ai pas répondu. Mais je l'ai lu. Ce même soir, j'ai reçu une lettre, pas un email. Une enveloppe imprimée. Écrite à la main. Grand-père. À l'intérieur, un chèque et un post-it avec son écriture. Pour ce dont tu as besoin. Tu n'as jamais été invisible pour moi. C'est la première fois que j'ai pleuré, vraiment pleuré.
Pas de douleur, mais parce que une seule personne avait souvenu que j'étais plus qu'un décor. Quelques jours plus tard, maman a essayé d'appeler. Puis papa. Je n'ai pas répondu. Ils n'appelaient pas pour s'excuser. Ils appelaient parce que tout s'effondrait. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui ne laisserait pas les morceaux tomber. Mais je ne revenais pas. J'avais été la silencieuse pendant si longtemps qu'ils avaient oublié. Silencieuse ne veut pas dire faible. Ils avaient oublié que parfois, c'est la personne tout au bord de la photo qui se souvient d'où venait réellement la lumière. Et maintenant, ils étaient assis autour d'une table avec une chaise vide. Et remarquaient enfin le siège qui avait toujours tout soutenu. Ils n'ont pas arrêté d'essayer. Des textos. Des appels manqués. Un message vocal de maman qui commençait par « Je ne comprends même pas ce qui t'a mise dans cet état » et finissait par « La famille reste la famille, Lorraine. » Celui-là est resté non lu. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai juste pas répondu. Grand-père a fait un suivi, juste une fois, pour savoir comment je me sentais après l'intervention. Je lui ai dit la vérité, la convalescence était lente, mais je guérissais. Ou bien, il a dit. Mais ne retourne pas là-bas si ce n'est pas ce que tu veux. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Les semaines ont passé. La saison a changé. Et soudain, c'était l'automne. Un après-midi, je suis tombée sur papa à la pharmacie. Il m'a vu avant que je ne le voie, arrêté dans une allée, tenant une bouteille de sirop contre la toux. Len, il a dit doucement, comme si dire juste mon prénom pouvait me faire revenir. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il semblait plus petit, comme si le monde s'était refermé sur lui. Je ne savais pas que tu étais toujours dans le coin, il a dit. J'ai souri à peine. Je n'étais jamais loin, j'ai dit. Il a ouvert la bouche, peut-être pour expliquer, peut-être pour demander. Mais je l'ai interrompu, doucement, la voix calme. J'étais là tout le temps. Vous n'avez juste pas regardé. Et sur ce, je suis passé devant lui. Sans colère. Sans drame. Juste une phrase à laquelle il ne pouvait pas répondre. Et un silence que, pour une fois, je n'avais pas rapporté. À Thanksgiving, ils ont envoyé une photo de groupe. Grande table de dîner. Dinde au centre. Grand-père souriant en bout de table. Mais là où j'étais toujours assise entre Sienna et la fenêtre. Il y avait une chaise vide. Personne n'y était assis. Pas d'assiette. Pas de serviette. Juste de l'espace. Je n'ai pas répondu au message. Mais j'ai gardé la photo. Je l'ai imprimée. Pliée en deux. Et glissée dans la poche arrière d'un vieux journal que j'avais failli jeter l'an dernier. Pas parce que j'en avais besoin. Mais parce que, si un jour j'oublie à quel point l'effacement peut être silencieux, j'aurai une preuve que aussi longtemps fin vue. Cette chaise n'a jamais été juste vide. C'était un souvenir qu'il ne pouvait plus recadrer. Si tu as déjà été la chaise que personne ne réservait, tu n'as pas besoin d'expliquer. Laisse juste un silence, en bas.